Oui, je vais vous expliquer comment que les anciennes maisons étaient montées et ça s'appelle la limousinerie. C'est le métier que j'ai fait un CAP avec en même temps le béton armé, limousinant et béton armé. Le terrassement se faisait d'abord tout manuellement avec des pioches et des pelles et lorsqu'il y avait des sous-sols dans des caves, il fallait faire des jets de pelle. Des jets de pelle, on faisait des grands escaliers de 2 mètres d'emmarchement. L'emmarchement, c'est où qu'on met le pied. Et de 1,80 m de haut. C'était reconnu qu'une personne, un individu dans la moyenne, pouvait jeter à 1,80 m. Un jet de pelle en hauteur. Et à l'horizontale, c'est 4 mètres. Alors on s'arrangeait pour mettre un ouvrier tous les 1,80 m de haut et à l'horizontale à 4 mètres. Voilà. Et alors la terre s'est jetée jusque sur les talus. Et après, c'était repris à la brouette et remis en tas ou écarté. Les semelles se faisaient toujours à la pioche, à la pelle. Et c'était des semelles assez larges parce que la résistance des matériaux, du sol, c'est la même que maintenant, mais la résistance des matériaux, c'était beaucoup moindre. Parce que la pierre, vous avez des pierres qui, des fois, qui cassent ou des joints, la maçonnerie moins bonne en ciment, enfin c'était de la chaux à l'époque, la chaux vive. On mettait un rang de grosses pierres en principe dans le bas, sur des fondations de 50 à 70 cm de large. L'épaisseur de la fondation variait entre 40 cm à 1 mètre selon les poids du bâtiment. Et en principe, plus le bâtiment était lourd, plus il fallait des fondations, comme à l'heure actuelle, larges. Et alors, par la suite, alors la maçonnerie se faisait en pierre, puisque à l'époque il n'y avait que de la pierre. Alors, pour bien maçonner, on disait qu'il fallait mettre un parpaing. Alors, le parpaing, c'est la pierre qui traverse le mur. Après, une pierre qui faisait 3/4 de la largeur du mur. Et en face, on mettait un carreau. Et toujours renouvelé comme ça pour que les murs reçoivent bien les liens ensemble. Parce que si vous avez des petites pierres les unes en face des autres, automatiquement, dans le milieu du mur, il éclate. Avec le poids, il éclate. Et alors, le mortier était fait de chaux vive avec du sable bien souvent des sables de carrière. Et alors, à l'intérieur, entre les pierres, il fallait noyer des gravats. Alors, les gravats, c'était lorsque vous tailliez une pierre qui avait des morceaux. Alors, on les enfonçait dans la chaux pour bien que le mur soit compact. Alors par la suite, quand on montait plus haut, bien sûr, ça posait des problèmes. Il y avait le problème des échafaudages et puis le problème quand on sortait de la terre. Alors à ce moment-là, pour faire les encadrements de portes, alors on avait des pierres qui faisaient 1/3 de l'épaisseur du mur et 2/3 l'embrasure. Donc il y avait un tableau et une embrasure. Alors par la suite, où on mettait des pièces de bois, comme linteaux, ou alors on mettait des pierres taillées pour faire les linteaux, des grosses pierres de dimension, quoi. Et alors au-dessus de la pierre, on voit bien souvent comme des voûtes. C'était pour décompresser la pression sur le linteau. Ça permettait de charger beaucoup plus les murs. Alors bien sûr, il fallait mettre des boulins dans la maçonnerie quand on arrivait à 1,80 m, par là 1,50 m, ça dépend le machin. Alors des boulins, c'est une pièce de bois qu'on mettait à l'intérieur des murs qu'on montait. Et alors derrière, on mettait des perches, des bigles, qu'on attachait le boulin après. Et alors après, bien sûr, on mettait des bastins. C'est des bastins qui faisaient en principe 6,5, 18. C'est la normalisation d'un bastin, mais on pouvait en mettre aussi de beaucoup plus large. Et c'est ce qui se faisait le plus souvent. Pour mettre les pierres, il fallait que ça soit costaud, que quand les gens tapaient avec les tétus. Alors le tétu, c'est un marteau pointu,
et l'autre, un côté pointu et l'autre, il est concave. C'est-à-dire une partie de concave, ça permet à éclater les pierres et les faire droites. Et alors, on montait jusqu'à la toiture, on laissait l'échafaudage avec les boulins tant que la couverture n'était pas finie, et alors après, on descendait l'échafaudage, le montage, et à mesure, on bouchait les boulins et on faisait l'enduit. Alors le pisé, on a passé un moment dans les années 80, on parlait de relancer les banchets en pisé pour économiser déjà le chauffage. Le pisé, c'est donc de la terre glaise et de la paille. De la paille qui est coupée entre 20 et 30 cm. Alors c'est pour lier justement, retenir la glaise. Alors des banches, on avait des banches de 40 de haut. Alors les banches, c'est des planches qui peuvent aller jusqu'à 4 mètres de long, assemblées, qui font à peu près 50 cm de haut, alors qui sont retenues avec des serre-joints qui sont en principe ronds. On commence de faire une petite levée d'une dizaine de centimètres sur les fondations, qui étaient en pierre. Et par la suite, on colle nos planches de chaque côté, 15 cm d'épaisseur dans les banches, entre les planches, et on y tassait avec un pilon, un morceau de bois d'une quinzaine de centimètres de côté. Et alors, quand c'était arrivé à hauteur, bien sûr, alors avant d'ôter l'hauteur, on faisait un trou dans le mur d'une dizaine de centimètres, on remettait à peu près 5 cm de sable de part et d'autre, afin qu'il puisse passer de part et d'autre. Et alors cet emplacement, ça servait à mettre les serre-joints. Ou alors, dans le temps, soi-disant, ils mettaient carrément des petits lithos qu'ils assemblaient pour tenir les banches plus hautes. Et alors, je vais vous parler maintenant du torchis. Alors le torchis, c'est de la chaux, du foin ou de la paille. Et alors le torchis s'appliquait sur les constructions en bois et en briques. Ça permettait de recacher les bois. Les bois, on mettait des pointes ou on faisait des crans avec les haches. On trouve encore dans les campagnes des bois qui ont servi à mettre de la maçonnerie et du pisé dessus. Et alors la maçonnerie était de préférence faite en briques, parce que les murs étaient beaucoup moins larges que le pisé. Le pisé, on ne pouvait pas descendre en dessous de 40 cm, tandis que les murs avec les osatures en bois, on pouvait descendre de 15 à 20 cm. Et alors le pisé était jeté, comme on jette le mortier à l'heure actuelle, une première couche, on laissait sécher, on mettait une deuxième couche qu'on redressait. Et alors après, quand c'était la façade était toute faite comme ça, on laissait sécher une quinzaine de jours, et après on faisait un enduit avec de la chaux vive, enfin de la chaux morte, mais de l'ancienne chaux vive. Et alors de cette chaux vive, on mettait un peu de terre. En principe, dans le mortier, on mettait moitié terre et moitié chaux. Il ne fallait pas que ça soit trop gras. Et après, on l'appliquait après les murs. On dressait les murs, on les mettait déjà à droite. Et alors, pour finir, alors on mettait toujours pareil, du mortier de chaux, mais pur ce coup-là, avec du sable, bien souvent du sable de carrière, qui avait beaucoup de gravillons dedans. Et alors, ça permettait les premières couches peu grasse, et en allant plus gras, alors on finissait avec, mettons, 1 cm, 2 cm d'enduit. Et alors ça permettait que tout se tenait ensemble, parce que si vous mettez un matériau qui n'est pas de même résistance, il faut quand même que le premier matériau qui est en dessous soit dur. Alors finalement, ça finit par se marier ensemble. Les échafaudages dans le temps. Contrairement à ce que vous pouvez penser, les échafaudages métalliques, ça ne fait pas des années que ça dure, que ça existe. Hein. Là, ça s'est lancé après 1960. Avant 1960, on échafaudait les 3/4 des maisons avec des bigles, enfin, ça c'est des perches de sapin qui font entre 5 et 15 mètres, et des barres de fer dans les murs. Il a fallu emmener les perches sur les lieux de travail, et alors pour avoir des camions, d'ailleurs on n'avait qu'un petit camion,
Et pour mettre des perches de 15 mètres, c'est vrai que c'était un problème pour tourner dans les rues. Alors on avait une voiture à bras. Et alors en chargeant plus, ça nous faisait donc faire moins de trajet. Et alors ça allait bien parce que c'était à peu près plan. Mais dès que la route montait, on calait. Alors on montait roue par roue. Un coup d'un côté, on calait une roue, on retournait de l'autre, on calait la roue. Et alors on s'est emmené sur le chantier, on a dressé les bigles. Et alors, avant de dresser les bigues, on a mis des fers, des morceaux de fer enfoncés dans les pavés, parce qu'il y avait des pavés à cet endroit-là. Et alors, on a dressé notre première bigue. Pour échafauder avec des bois et des bigues, il fallait quand même savoir faire les nœuds. Alors, comme j'ai eu l'occasion d'aller en école, qu'on m'avait appris à faire les nœuds, j'ai pas eu de problème. Et alors, après, on a mis les premiers fers dans le mur. On a fait un trou d'une quinzaine de centimètres. Et il fallait que la barre de fer soit 5 à 8 centimètres plus haut que le trou dans le mur pour que l'échafaudage penche du côté du mur. Et puis, on est monté jusqu'en haut. Alors, bien sûr, même quand on arrivait en haut, on n'était pas encore assez à hauteur. Alors, il a fallu rebouter les perches. Alors, on a mis un bastin de marche qu'on mettait pour monter dessus, le long des bigles, et on a reposé notre deuxième perche sur le bastin, et on a attaché la bigle dépassée d'à peu près 1,50 m. On a tout repris avec la bigle jusqu'en haut, voilà. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Et alors, d'autre part aussi, quand on avait des façades à faire, aussi bien des façades à piquer qu'à refaire, on avait des gratte-ciel. Alors les gratte-ciel, c'était des étriers qu'on pouvait rentrer une échelle à plat dedans, mais comme les échelles à plat, c'était pas bien solide, moi j'aimais mieux mettre des bigles. Alors je mettais une bigue d'un côté, enfin le pied d'un côté et l'autre de l'autre. Et puis alors je croisais les bigles. Et après, dessus les bigles qui étaient dans les étriers, on mettait des planches, on faisait un plancher. Après, il fallait monter le câble qu'on dévissait, l'attacher dans la charpente en haut. Alors il fallait découvrir la charpente, mettre une pièce de bois assez forte, mais il fallait bien sûr savoir à peu près les sections qu'il fallait. On chargeait les pièces en haut pour pas qu'ils basculent, parce que ça faisait, par étrier, on pouvait monter jusqu'à 300 kg. Alors ça faisait quand même du poids, enfin, etc. Ça faisait réellement du poids. Et alors en montant, avec les treuils, il y avait un treuil qui était attaché après le câble et qui était fixé après la pièce de bois qui dépassait la couverture. Avec des manivelles, on montait, mettons 1,50 m d'abord. Alors on piquait d'abord le mur jusqu'à 1,50 m, et puis après jusqu'en haut on piquait, et puis après en descendant on dégrossissait le mur, on le lavait, on le dégrossissait, mais on laissait toujours les trous des barres de fer. Et puis après on remontait tout l'ensemble sans travailler, un coup que c'était tout dégrossi. Et alors là, on finissait en descendant. Et alors en descendant, on bouchait les trous avec du plomb. Et à mesure qu'on descendait, avec de l'enduit taloché comme les maçons faisaient dans le temps, ou coupé, parce que dans le temps, contrairement à ce qu'on pense, on avait plusieurs sortes d'enduits. On avait l'enduit taloché, l'enduit très fin, et puis on avait tous les enduits coupés. Alors bien souvent, les gens qui étaient au courant, ils faisaient recouper l'enduit, parce qu'en recoupant l'enduit, ça permettait d'avoir des enduits beaucoup plus souples, et qui permettaient de durer beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on a encore des enduits qui ont plus de 100 ans. Des enduits coupés, bien faits, ça durait réellement. Et alors, contrairement à ce qu'on pense, les peintres en bâtiment, à part les intérieurs et puis quelques volets, toutes les peintures qui étaient faites sur les bâtiments, c'était les maçons qui les faisaient. Alors on les faisait au Silexor. C'était un produit liquide et un produit en poudre. Pour passer la première couche, il faut attendre bien sûr que les enduits soient secs.
Alors c'était sur des enduits talochés qu'on faisait ça. On mettait d'abord une partie de poudre et 2 parties de liquide. C'était donc liquide. Et alors à l'époque, les rouleaux, on n'avait pas de rouleau. On y faisait au pinceau, avec des grands pinceaux. Eh bien, je vous dis que le bras, hein, ça faisait mal, hein, parce que pour frotter sur des enduits, fallait déjà avoir des bons poignets. Et alors la deuxième, alors avec toujours pareil, avec l'échafaudage qui était sur place, avec les gratte-ciel, alors on remontait l'échafaudage, alors on descendait en peignant la première couche, on remontait l'échafaudage, et à l'époque, il y avait des bâtiments qui avaient déjà 4 étages, et pour faire un bâtiment de 4 étages, et on n'avait pas des échelles assez grandes pour monter, les échelles métalliques, ça fait pas des années que ça se fait. En montant, on faisait déjà les volets, les fenêtres. Et puis en descendant, alors au Silexor, alors sens contraire, on mettait deux parties de poudre et une partie de Silexor. Et alors, si vous allez au bord de la mer, en Vendée, j'ai surtout vu ça en Vendée, et parce que en Bretagne, bien souvent, c'est des pierres apparentes. Et alors, vous voyez les pignons qui ont des taches marron, comme si que l'eau avait coulé dessus, de l'eau sale qui avait coulé dessus. Eh bien, c'est les rayons du soleil ultraviolets qui ont transformé le Silexor en poudre grise, quoi, pour ainsi dire. Bon, alors je vais vous parler du bancher. Les banchers, on a commencé, comme on l'a dit tout à l'heure, avec de la glaise, et puis ça s'est terminé avec du béton. Et il y a beaucoup de bâtiments, dont des HLM, qui sont faits en béton banché. Alors j'ai eu l'occasion, moi, de faire les bétons banchés avec du résidu corique qui venait de la CNCF. Et alors, j'étais en attente pour aller travailler à Condent-Fenier. Et là, ça se passait à Issoire. Et alors, à Issoire, ils faisaient des HLM et tous les murs étaient en béton banché. Et alors, il y avait des grandes banches qui faisaient 4 mètres de long, 50 cm de haut. Ils avaient 4 poignées, 2 à chaque extrémité. Et alors, ils étaient tenus avec des serre-joints avec fer rond. Alors, le chef, et c'était déjà au 2e étage, hein, j'arrivais de Moulins, moi, avec mes sabots. Et alors, il dit, mon vieux, il faut que tu montes en haut pour aider les gars à faire le béton banché là-haut. Et alors, comme j'étais un des plus jeunes et que les autres étaient âgés, alors tout de suite, ils m'ont mis dans le mur. Alors, on déplaçait les banches. C'était vers 10h du matin. Ça avait été coulé la veille. Et le mâche-fer, c'est pas que ça prend bien vite. Enfin bref. Hein. Alors, moi, j'ai commencé à prendre la trouille. Alors, j'ai demandé des planches. Et j'ai mis des planches sur le bancher. Et j'ai mis mes pieds dessus déjà. Je dis, quand ça va s'écrouler, moi, j'avais sauté de l'autre côté. Hein. Et alors, on était à 2 à chaque extrémité. Et alors, on prenait les banches, on les levait à hauteur. Pendant ce temps-là, les gars qui avaient mis du sable dans le mur à 10 cm, 8-10 cm de la rase de la veille, ils passaient leur serre-joint et après on posait dessus. Alors, moi, j'ai dit, dis donc, c'est vrai que j'étais jeune et puis contrairement à ce que vous pensez, je faisais 52 kilos, mais je portais les sacs de 50 kilos et ça ne faisait pas peur. Hein. Enfin, j'étais peut-être ramassé, j'ai jamais eu peur de la décharge. Et alors, quand j'ai vu ça, moi, là, j'ai dit, mais il y a une autre combine. Il y en a un qui va ouvrir, qui va desserrer les serre-joints, l'autre va le desserrer un petit peu, et il y en a un qui va monter d'un côté, plus haut que les trous, ils vont mettre les serre-joints dans le trou et je vais laisser poser dessus. Alors après, on ne peinait plus. Tu comprends? Alors chacun son tour, on faisait le coup, il y en a un qui le baissait, et puis l'avoir mis les planches à l'intérieur, on était quand même plus en sécurité. Alors c'était quand même un problème de sécurité, hein, parce qu'on n'était ni attaché ni rien du tout. Hein. Enfin voilà. Alors on plombait les banches, alors selon qu'on plombait avec les serre-joints de tête, on mettait les serre-joints plus bas de la tête ou le pied plus haut pour ramener le... Mais c'était à 5 mm près, il faut le dire. Hein. Voilà, et puis il y avait les reprises. Et alors, par contre, j'ai travaillé, j'en ai fait pas des kilomètres, mais j'ai eu l'occasion, en revenant sur Moulins, de travailler chez Chaumeny.
les premières HLM qui sont faites au Champin. Alors là, c'était que du béton banché. Il y avait juste le mur de refend dans les HLM qui existe toujours, c'était des agglos de 15. Alors les agglos de 15, on coulait la dalle. Alors c'est pareil, la dalle c'était des briques avec des cavités à l'intérieur. Alors on mettait des fers dedans avec du ciment ultra fort. C'était des ciments qui montaient jusqu'à 500 kg de résistance. Alors c'était réellement dur. Et alors on coulait les dalles. Alors les poutrelles, on les mettait les uns à côté des autres. Et puis après, on montait les agglos dans le milieu. Et puis 2 jours après, quand les agglos étaient raides, alors on se mettait à coffrer. Alors je faisais une semelle à l'extérieur, enfin les murs extérieurs, je faisais une semelle ça devait être 25 cm, oui, ou peut-être même pas, 20 cm. Alors 10 cm, j'avais les coffrages de l'extérieur du chaînage existaient toujours. Alors je m'accrochais sur l'extérieur et puis on coulait. Et puis alors quand c'était coulé, le lendemain, alors là c'était plus dangereux. Alors on mettait des chevrons qu'on clouait après les joues du chaînage de la dalle du dessous et d'un bout à l'autre. Et alors après on mettait les planches, des planches, on planchait carrément et on laissait un jour. Et en même temps, quand on arrivait à 50 cm, on commençait de passer un fer à béton lisse de 5 cm qui faisait le tour. Et puis après, on mettait une autre ceinture un peu plus haut, à peu près 1 mètre de celui-là qu'on sortait de mettre. Et en haut, on mettait des serre-joints. Et alors après, on faisait l'intérieur. Et alors on mettait des gros murs dedans. Des gros murs, c'est l'épaisseur du mur. Et alors on remettait une paroi du même côté, et alors on serrait avec des tournes à gauche. Je ne sais pas si vous connaissez les tournes à gauche, c'est les serruriers qui servent beaucoup de ça pour, quand vous voyez de la ferraille du carré de fer qui sont tournés, c'est avec ça qu'ils y tournent. Mais nous c'était 2 petits trous qu'on mettait les machins dedans et puis on tournait. Alors il fallait bien savoir faire son mouvement, parce que sans ça la vrille se faisait mal. Voilà. C'est des choses aussi que les gens n'ont pas vues ou qu'ils ont perdu. On n'en parle plus, ça, des bétons banchés. Et alors les maisons, y compris les maisons que j'ai faites, moi, alors tous les sous-sols sont toutes faites en béton, comme ça. Voilà, on mettait ça sur le dos. Alors pour monter les matériaux, aussi bien la brique que de la pierre, que du mortier. Alors le mortier, on le mettait dessus, et alors quand on arrivait en haut, il y avait des gâches. Une gâche, c'est une boîte à mortier. Alors sur le côté, alors on montait avec des grandes échelles en bois et on basculait comme ça. Alors ça glissait dans la gâche, ça tombait. On en mettait 3-4 pelles. Alors avant de faire les travaux, il fallait déjà commencer de faire les outils. Parce que les gâches, on ne trouvait pas les gâches. Ça ne s'achetait pas, ça se faisait. Ou par un charpentier ou le maçon, mais les maçons ils aimaient mieux le faire parce que les charpentiers, ou c'était trop grand ou c'était trop petit, tandis que le maçon il savait le volume qu'il fallait. Voilà. Alors ça c'est un rabot. C'était pour faire le mortier. Alors on frottait comme ça dans le mortier pour que le mortier se frotte bien l'un sur l'autre. Le mortier, et en principe les agrégats, les liants, pas les agrégats, les liants c'est comme des billes, c'est comme des petites billes. Et alors plus ils sont frottés dans le sable, plus ils se mélangent autour du sable, parce que ça pousse comme des cheveux. Et alors c'est ça qui crée la résistance du ciment. Plus les billes sont fines, plus le ciment est costaud. Et alors ça englobe les agrégats, que ce soit les petits agrégats ou les gros agrégats, ça se prend comme des cheveux qui se mélangent l'un dans l'autre, et c'est ce qui fait la résistance des bétons et des mortiers. Voilà, alors ça c'est pour faire des enduits à l'intérieur des cuisines, des salles d'eau, ça c'est fait même, ou des montées d'escalier ou des passages. Alors c'était pour avoir un enduit bien fin, parce que le feutre, les petits cailloux qu'on ne peut pas ôter avec une taloche en bois direct,
ça se met dans le feutre et ça tombe par terre. Et alors vous finissez par avoir une surface de mortier qui fait la finition, qui est très fine. Maintenant, on se sert carrément des éponges. Mais à l'époque, les éponges n'existaient pas. Alors on faisait des taloches avec du feutre. C'est les premières machines à enduire. C'est une tigère, ça s'appelle. C'était fabriqué à Saint-Étienne. Alors ça permettait de mettre jusqu'à 8 cm d'épaisseur après les murs. Alors quand vous avez des murs qui avaient eu des déformations, ou quand vous avez des murs avec des cavités dans les pierres, que les enduits avant avaient été ôtés, etc., que c'était bien propre, alors on en passait une petite couche assez grasse par contre, pour faire adhérer. Moi je mettais un produit d'adhésion, comme tout à l'heure ça se fait à l'heure actuelle, avec les latex. Et alors après, 2-3 jours après, on est finir les grosses épaisseurs. Alors pareil, on commençait par le bas et en remontant. Et puis avec une règle, il y avait une règle métallique en aluminium, ça va. Et il remettait droit. Et puis 2-3 jours après, on revenait quand c'était revenu dur, pour éviter les dilatations, parce que dans le ciment, il y a toujours des dilatations dans les mortiers qui se produisent. Après, on passait une couche fine, voilà, et ça ne bougeait plus. Alors, on avait l'air qui arrivait par ici, avec un tuyau flexible d'une vingtaine de mètres, qui était branché au compresseur, avec un réducteur de pression, parce qu'on mettait la pression qu'on voulait. Et alors après, bien sûr, c'était juste appuyer faire passer l'air et remplir de mortier, et après ça s'en allait tout seul. À l'époque, il n'y avait pas de briques à moulin, hein. Fallait 6 mois, 1 an pour avoir des briques, hein, à moulin. Hein. Et le ciment, c'était juste, hein, ça commençait juste à repartir. Hein. Et alors, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à penser aux briques. Alors, j'ai réfléchi, mais comme les maçons, rien, les machines les arrêtent. Alors, j'ai pensé de faire deux agglos, des agglos entre des chevrons. Des chevrons de 8, oui, 8, ils faisaient. Alors, j'ai fait des encoches dans mes chevrons, et j'ai acheté des planches de 8, des battes, qu'on met après les échafaudages, c'est les battes. Et puis j'ai coupé mes battes. Alors je faisais des plaques de ciment de 25 par 50, oui. Et alors j'en ai mis l'une à côté de l'autre, mais pas comme ça, je les mettais comme ça, hein, comme ça sur champ, en quinconce. J'en mettais une autre par-dessus, ça faisait des murs de 25, ce qui faisait 25, mes machines. Puis j'ai tout monté la maison comme ça, et ça n'a jamais bougé, la maison existe toujours. Bon, c'est un fer pour faire les joints des briques des cheminées. Ça fait 10 mm. Celui-là, c'est pour faire les joints des pierres. Ça doit faire 12 ou 15 mm. Et puis celui-là, il fait dans les 18 mm pour faire les pierres, aussi les joints de pierre, parce que dans le temps on faisait beaucoup de pierres, contrairement à ce qu'on dit. C'est pour faire les joints à pierre à boudin. Alors on fortait avec le guide, voilà, et ça fait le quart de rond. On faisait des rosaces sur les trottoirs, on faisait des fleurs, on faisait tout un tas de choses. Maintenant c'est terminé. Alors c'était pour la granulométrie des tout venants, parce que passé un moment, on n'avait pas de sable qui sortait directement des sablières, tout calibré. Alors quand on travaillait pour les ponts et chaussées, pour savoir si un tout venant était valable pour faire leurs ouvrages, ils demandaient la granulométrie du tout venant, et ils venaient contrôler en même temps. Voilà, alors avant d'employer, de faire venir le tout venant, on contrôlait la granulométrie. Fil de plomb en bronze, c'est un fil de plomb de maçon ou de plâtrier. Ça, c'est un fil pour plomber à vue. C'est-à-dire qu'on le tenait comme ça, au bout du doigt, on plombait les galandages, les poteaux, les coffrages.
pour voir s'ils étaient droits. On ne mettait pas le chat à côté. Ça, c'est un plomb d'architecte ou des géomètres. Ça, c'est un plomb d'axe, parce que des moments, quand on implante certaines choses, on a des plombs d'axe. Alors on part sur l'axe, on ne s'occupe pas du reste, c'est la pointe du plomb qui donne la dimension. Plomb d'axe, ça s'appelle. Ça veut dire que pour faire le reste, et puis le reste, c'est des plombs ordinaires. Bon, alors c'est une truelle à lisser le plâtre. Alors à gâcher et à monter les galandages. Parce qu'ils en servaient pour couper les briques. Couper les briques gazon. Voilà. Alors on mettait le mortier et on étendait comme ça. Ça faisait un creux pour que quand vous appuyez la brique dans le mortier, que ça fasse ventouse. Et on tapait avec le machin. Et pour couper, on la prenait comme ça. Pour maçonner les petites briques de cheminée. Parce que c'est moins large et puis il faut que ça soit plus fin. Alors pour faire les joints, ça allait mieux. Et truelle italienne. Ça, c'est une truelle italienne. Et je vais vous dire mieux, d'italienne du Tyrol. Parce que j'en ai vu quand j'étais en Tyrol, moi. Ah, c'est du cuivre, hein. Et alors c'était pour pas que le plâtre avec les colle dessus. Parce que le stuc, c'est fait avec du plâtre, du gros plâtre et du plâtre dur, et avec de la filasse et puis des colles qu'on met dedans. Voilà. Et ça se met à l'extérieur, ça peut, avec une peinture, ça tient à l'eau. Et à Vichy, il y en a beaucoup, hein, du stuc. Parce que il y avait une entreprise Chaumini. Le grand-père Chaumini était spécialisé dans les façades de stuc. Il est venu de Paris pour faire les façades du temps de Napoléon III. Oui, alors c'est pour faire du tyrolien. Alors donc ça vient du Tyrol, Tyrol italien, pareil. Et alors c'était pour faire des petits grains après les façades. Alors pour faire les petits grains après les façades, il y avait donc les tyroliennes. Alors là, il y en a un qui tenait et l'autre qui tournait parce que c'est réellement lourd, hein. Tandis que moi j'en ai une, on charge et on y fait tout seul. Et elle charge. Et alors le grain sort, il jette. Alors on a foutu une première couche comme ça, qui s'en allait tout droit. Après on a foutu une couche sur le côté, pour coller sur les côtés. On retournait l'autre côté. Voilà, alors ça formait les grains selon qu'on voulait un grain gros, un grain petit. Et alors, avant-guerre, en 1938, sous la loi Loucheur, pour que les façades ne reviennent pas chères, puis c'était des maisons à bas prix, alors ils ont fait, les trois quarts sont toutes avec du grain d'orge. Du grain d'orge, alors ça se faisait avec du mortier de chaux, comme un mortier, mais liquide. Et alors il se faisait des balais de bouleau. Et avec le balai de bouleau, malheureusement j'en ai pas. Alors c'était comme un balai, et puis on prenait un morceau de bois. Alors on piquait le balai dans l'auge, dans la gâche. Alors ça restait du mortier dans les grains du bois, entre les grains du bois. Et alors après on tapait comme ça après alors ça s'en allait, et alors on pouvait faire de gros grains, parce que c'était moins puissant que la pression contre le mur était moins puissante qu'avec une machine. Bon, alors c'est un malaxeur, hein. La différence entre une bétonnière et un malaxeur, c'est que la boule elle tourne toujours dans le même sens. Voilà. Et même, fallait des moteurs exprès qui tournent à l'envers pour la faire sortir. Mais en principe, on l'a culbuté et vous voyez bien qu'il y a le pied là en bas qui est beaucoup plus bas. Alors quand on l'a culbuté, ça sortait tout. Parce que le béton, le centre de gravité l'a ramené ici. Alors c'était pour faire du granito. Le granito, c'est du ciment, comme on l'indique, avec du granit. Et alors ça se mettait sur une couche de 3-4 cm. Alors il fallait bien y tasser avec un rouleau. Moi j'ai jamais servi de ça, mais enfin bref. Une batte, par contre de la batte je m'en suis servi pour bien tamer.
On y mettait bien le plat le plus possible, puis on avait des taloches en bois à l'époque, ou même il y en a qui mettaient de la ferraille en dessous de leur taloche, puis ils les remontaient. On y lissait bien, et puis après on y ponçait. Ça c'est la ponceuse. Et alors ce qu'il y avait de plus emmerdant, la ponceuse, ça prenait pas les angles. Il fallait tout y faire à la main. Alors il y en avait qui avaient monté des systèmes, alors on frottait. On mettait de l'eau, puis on frottait, mais on frottait. Pour faire un angle, il fallait 2 heures. C'est une tronçonneuse que c'est Dassault qui était venu se cacher, comme il était juif, dans la région de Thiers. Il a fait l'usine Rexo. Elle existe encore, ou c'était en faillite, je sais que ça n'allait pas du tout. Et alors c'était pour couper d'abord les grumes dans les séries, parce qu'avant les grumes, il fallait qu'il les coupe avec le passe-partout. Et alors il en a fait des plus grosses qui sont parties au Canada et en Afrique pour couper les gros arbres. Et alors, en changeant la chaîne, en mettant une chaîne adaptée, on peut couper la pierre tendre aussi. Et on se mettait un de chaque côté. Voilà. Pour faire des travaux en campagne, parce que à l'époque, elle date de 1700 et quelque chose, et alors les transports se faisaient ou avec des bœufs ou avec des chevaux. Et ça coûtait très cher le transport. Alors quand il y avait 10 km ou 20 km à faire, les gens n'avaient plus intérêt d'avoir une machine et faire leurs briques sur place. Alors c'est ce qui s'est produit. Ils avaient une machine comme ça, là ça sautait, ils en mettaient un autre système pour faire les briques brutes. Et alors ils faisaient leurs briques. Quand ils avaient un château à faire, une maison bourgeoise, en 1700, ça a commencé déjà les petites chaumières, les fermiers généraux. Alors ils faisaient les briques sur place, ils faisaient un four, et ils cuisaient les briques et ils faisaient sur place. Voilà. Alors c'était pour faire des briques brutes, ça. Parce que les briques brutes étaient plus grandes que les briques pressées. Les briques pressées font en principe 11 et 22 de long, tandis que ceux-là, ils font 25. C'est des presses qui ont été achetées par des artisans qui avaient entre 3 et 6 ouvriers, 8 ouvriers. Parce que c'était en 1947 surtout, quand la loi des congés payés et des intempéries se sont faites. Pour les congés payés, il n'y avait pas de problème, mais les intempéries, ils n'en ont pas voulu. Alors ils ont acheté des presses comme ça, comme la petite aussi, et alors ils avaient des granges qu'ils louaient ou qu'ils avaient achetées, et quand il y avait les intempéries, ils faisaient travailler les gars à faire des agglos pour l'été. On mettait le mortier de béton et on tapait. Et moi, je vais pas me faire coincer parce que c'est Et alors, c'est vrai qu'elle a tout été démontée par les gens des arts et métiers qui sont venus avec un gros camion. Ils nous l'ont tout démonté. Alors, avec notre président, il dit jamais on va la revoir, ils vont jamais nous la ramener. Comme nous, on a un petit musée, ils vont nous dire, ben, l'attends, et puis c'est terminé, on la garde. Et ils nous l'ont bien remis en place comme il faut. Alors ça c'était pour faire des agglos creux, et ça c'était fait pour des... Alors on mettait une planche, pareil, et là ça remontait. Avec un bras. Oui, avec un manche. Ouais, un manche en métal, oui. Alors ça remontait, pareil, ça remontait on mettait la palette, on bourrait de béton, on damait avec un marteau ou une macette, et puis alors on tapait avec ça, et là c'était pour faire les trous. Voilà. Laisse-moi fermer parce qu'il y a un qui essaye d'ouvrir, puis qui se coince la main dedans,